Au cours d'une réunion de haut niveau, le président de la République réitère son appel à la suspension des services de la dette des pays membres du G5 Sahel. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le ministre d'État saoudien chargé des affaires des États africains, actuellement en visite en Mauritanie. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports supervise le démarrage du processus de financement de 500 projets portés par des jeunes. 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a participé aujourd'hui à Nouakchott par visioconférence à une réunion de très haut niveau portant sur les défis économiques nés de la crise sécuritaire de la région du Sahel au cours des assemblées annuelles FMI Banque mondiale 2020. À cette occasion, parlant au nom des chefs d'État du G5 Sahel, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a soulevé le problème structurel des économies des pays sahéliens et a une nouvelle fois appelé à l'annulation totale de la dette des pays du G5 Sahel dont le fardeau grève fortement les budgets des États. Écoutons le président de la République. C'est une réunion par visioconférence de haut niveau. Elle porte sur les défis économiques issus de la crise sécuritaire dans le Sahel. Une réunion qui se tient en marge des sessions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour l'année 2020. À cette occasion, le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a prononcé un important discours. Excellence, Monsieur Youssoufou Mohamedou, président de la République du Niger, Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la commissaire de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à Madame la directrice générale du Fonds monétaire international et à Monsieur le président de la Banque mondiale pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant cette auguste assemblée. Je voudrais également, au nom de mes pairs chefs d'État du G5 Sahel, exprimer notre vive reconnaissance à l'ensemble de nos partenaires pour l'intérêt constant qu'ils accordent aux questions de paix, de sécurité et de développement dans la région sahélienne. En raison du temps imparti à nos interventions, je me limiterai ici à évoquer trois principaux défis à relever pour nos pays du Sahel. Premièrement, le problème structurel de nos économies caractérisé par une faible diversification, une prédominance du secteur informel, une prévalence aiguë de la pauvreté et un endettement à la limite d'issoutenable. Deuxièmement, la situation sécuritaire au Sahel de plus en plus préoccupante, compte tenu de la recrudescence et de l'expansion des activités des groupes armés terroristes, a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et des déplacements internes de population ainsi qu'une augmentation du nombre de réfugiés. Selon les estimations de la Banque mondiale, le conflit qui sévit dans la région a causé plus de 15 000 morts et entraîné des déplacements internes de population excédant 1 million de personnes, ainsi que plus de 165 000 de réfugiés. Cette situation a induit une augmentation des dépenses allouées à la défense et à la sécurité qui deviennent de moins en moins soutenables pour nos pays. L'effet d'éviction de ces dépenses des ressources destinées à d'autres secteurs vitaux, tels que l'éducation, la santé et l'emploi, s'aggrave de jour en jour et met à mal les économies nationales déjà suffisamment éprouvées par la rareté des ressources. Cette dure réalité expose les populations sahéliennes à davantage de vulnérabilité et constitue un obstacle de plus au retour des services de base dans les zones sensibles.
Troisièmement, la pandémie de la Covid-19, qui est venue malheureusement se greffer à ces défis, a aggravé une situation sécuritaire déjà difficile. C'est ainsi que les mesures de confinement très strictes mises en œuvre par les pays de la région afin de contenir la propagation du virus ont perturbé la production et les circuits de distribution et ont réduit significativement la demande des biens et services. Nos pays ont également subi les effets des mesures prises par les pays partenaires et du ralentissement brusque de la croissance économique mondiale. Ce choc provoqué par la pandémie a ainsi anéanti des progrès chèrement acquis au cours de ces dernières années en matière de développement, de lutte contre la pauvreté et de résilience. Effort qui avait permis d'atteindre un taux de croissance moyen de plus de 5%. En plus des défis que je viens d'énumérer, notre sous-région vient d'être secouée par des inondations qui ont affecté de larges zones de notre espace sahélien. Ces facteurs cumulés ont, à ne pas douter, des conséquences multiples et considérables dont on pourrait relever la baisse substantielle des investissements directs étrangers et des autres flux de capitaux ainsi que des investissements nationaux. La forte augmentation des dépenses publiques due à l'expansion des dépenses sécuritaires et de réponse aux urgences. Le recul du produit intérieur brut, qui devra passer d'un taux moyen de 5,4% en 2019 pour notre sous-région à des taux allant de 0,5% à moins 3,2% selon les pays en 2020. La baisse des recettes publiques liées au ralentissement des activités économiques. La difficulté pour les États du Sahel de réaliser les projets d'infrastructure et d'assurer les services de base dans les zones à risque. La difficulté à faire face aux effets prononcés du changement climatique. Mesdames, Messieurs, face à ces défis multiformes, les États du G5 Sahel ont mis en place une stratégie commune qui allie sécurité et développement et qui a permis, avec l'aide de nos partenaires, la reprise soutenue des opérations dans la zone dite des trois frontières, l'opérationnalisation du mécanisme de commandement conjoint, le redéploiement progressif des administrations dans les zones fragiles, le démarrage du programme de développement d'urgence PDU pour l'amélioration des conditions de vie et l'autonomisation des populations vulnérables. Ces efforts, bien que louables, restent insuffisants par rapport à l'ampleur des défis à relever. À cet égard, un engagement plus fort et coordonné de long terme de la communauté internationale est crucial, tant l'étendue de la complexité des défis auxquels la région du Sahel est confrontée requiert une réponse décisive avec des effets durables. Cet engagement devra se traduire dans l'immédiat par l'annulation totale de la dette des pays du G5 Sahel, dont le fardeau grève fortement les budgets des États et réduit considérablement leur marge de manœuvre pour le financement du développement, la mise en œuvre de l'agenda 2030 et l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Aussi, je souhaiterais que tous les pays du G5 Sahel, exposés aux mêmes risques liés à la situation décrite plus haut, accèdent aux différents guichets dédiés aux pays fragiles et vulnérables. L'on se conformerait ainsi à l'esprit de solidarité qui prévaut dans l'espace sahélien. Et on prendrait surtout en compte une réalité qui est à l'origine de la création du G5 Sahel. Mesdames, Messieurs, il me convient de saluer ici les divers appuis financiers apportés par le FMI, la Banque mondiale, les partenaires bilatéraux, ainsi que l'initiative du G20
qui, dès le déclenchement de la crise provoquée par la pandémie et visant entre autres à suspendre le service de la dette et à atténuer les effets socio-économiques de la crise, et d'accroître les ressources disponibles pour faire face aux besoins des balances de paiement et diminuer les pressions sur les budgets de nos États. Cependant, en vue de parvenir à la paix et à la sécurité, préalable à tout développement durable, il est essentiel de trouver des solutions pérennes aux causes profondes des conflits, à savoir, entre autres, la pauvreté, l'absence d'emploi, l'insécurité alimentaire et les inégalités. À cet effet, il convient d'appuyer les efforts de nos pays visant à investir davantage dans la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, l'amélioration de l'accès à l'éducation, y compris celle des jeunes filles, ainsi que le renforcement des infrastructures à travers notamment l'introduction de plus de flexibilité dans les programmes des différents partenaires et l'accroissement des investissements destinés à créer les conditions propices au développement du secteur privé. Mesdames, Messieurs, le concours de la communauté internationale, pour précieux qu'il soit, n'exonère en rien nos pays qui doivent nécessairement repenser leur modèle de développement afin d'accélérer les réformes structurelles à travers des approches intégrées et inclusives, de développer leur tissu productif, de diversifier leurs économies, d'augmenter la productivité globale, de mobiliser davantage de ressources domestiques, d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs dépenses publiques, de développer leur capital humain et de faire de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des ressources publiques une priorité absolue de leur système de gouvernance. C'est à ce prix que nous pourrons gagner le combat contre les nombreux défis qui nous assaillent. C'est l'engagement que nous avons pris devant nos peuples et c'est aussi l'engagement que nous prenons devant vous. Et je vous remercie. En somme, la vision des pays du G5 Sahel est de faire de cette zone un espace économiquement intégré, socialement prospère, culturellement riche, où la sécurité et la paix règnent durablement en se fondant sur l'état de droit, la bonne gouvernance et la démocratie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel M. Ahmed Ben Abdelaziz Al-Ghattan, ministre d'État saoudien chargé des affaires des États africains, actuellement en visite en Mauritanie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaïl El-Cheikh Ahmed, du directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, et de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, son Excellence M. Hazar Ben Dawi Lemtairi. Et à sa sortie d'audience, le ministre a déclaré qu'il a été honoré par l'audience que lui a accordée le président de la République, à qui il a transmis les salutations du gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que celle du prince héritier, l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. M. Ahmed Ben Abdelaziz Al Ghattan a indiqué qu'il a exprimé au président de la République la gratitude et la considération du gouvernement saoudien pour les prises de position honorables et positives de la Mauritanie à l'égard des différentes questions qui concernent le royaume, soulignant qu'il a informé le président de la République de l'identité de vue des chefs d'État qu'il avait rencontrés lors de sa tournée en Afrique sur ces questions. Le ministre a également précisé que M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani lui a exprimé sa gratitude et sa considération pour le rôle positif que joue le Fonds saoudien qui finance des projets de développement en Mauritanie. M. Ahmed Ben Abdelaziz Al-Ghattan a souligné qu'il a abordé avec le président de la République le soutien et l'appui du Royaume au G5 Sahel dans sa lutte contre le terrorisme. Il a noté que le président de la République lui a exprimer sa fierté et sa considération pour le grand rôle que joue le Royaume à l'égard de la Mauritanie.
Journée chargée pour le gouvernement. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a organisé une journée sur la zakat et les donations. La journée a été organisée en collaboration avec l'Association des oulémas mauritaniens. Le ministère organise cette journée scientifique en vue du lancement de 2 importantes chaises, à savoir celle de zakat et celle du waqf. Abdullah Damaba nous en dit plus. Cette journée scientifique a été tenue en prélude au lancement des 2 chaires, celle du conflit contemporain et la chaire de la zakat et du waqf. Elle est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Association des oulémas de Mauritanie. Et ainsi, au cours de cette journée, les participants ont eu droit à des présentations de la part des érudits, cheikhs, juristes à propos de ces 2 chaires qui vont être mises en place par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Daoul Sidi Amar Taleb, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a affirmé que ces 2 chaires permettront d'apporter plusieurs réponses aux multiples problèmes auxquels font face les personnes. Il a ensuite fait part de l'importance de ces 2 thématiques dans le champ scientifique tout en tenant compte du caractère sacré de la révélation en diffusant les valeurs de tolérance et d'amour. Le secrétaire général adjoint de l'Association des oulémas de Mauritanie, Cheikh Ould Saleh, a quant à lui salué cette journée scientifique au vu de la qualité des thèmes qui ont été choisis. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a lancé ce matin à l'Institut national de l'éducation un atelier sur la rédaction de manuels portant sur les nouveaux programmes. Les activités de lancement de cet atelier ont été suivies par un certain nombre d'auteurs nationaux et d'experts, ainsi que par des inspecteurs et des enseignants. Melika Narli. C'est en présence de nombreux experts nationaux dans le domaine de l'éducation et d'autres internationaux que s'est déroulée cette visioconférence organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme. Celle-ci porte sur l'élaboration des manuels scolaires conformes au nouveau programme après une révision qui a duré plusieurs mois. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme a souligné l'importance de cet atelier portant sur le lancement de livres scolaires, prenant en compte le programme mis en place et qui facilite la tâche aux professeurs et aux élèves. Le succès de cette opération, dit-il, repose sur vos compétences et aptitudes à réaliser un livre scolaire répondant aux objectifs visés. L'élaboration, l'impression et la distribution du livre scolaire s'inscrit dans le cadre de la réforme menée. De son côté, le directeur de l'Institut pédagogique national a souligné la disposition pleine et entière des experts techniques. L'inspection générale, souligne-t-il, a accompli son travail dans le domaine du programme du secondaire et entamé celui du fondamental. Les imprimeurs, dit-il, les spécialistes de l'édition et les amoureux du livre et défenseurs de l'éducation de demain commencent aujourd'hui leur travail avec la bénédiction de Dieu selon la mission qui nous incombe. La rencontre a été l'occasion pour les experts de pouvoir écouter et débattre par le biais de la visioconférence des avis et expertises d'experts internationaux tels que celui de l'UNESCO, M. Abdellatif Faribi. L'un des participants explique que les premiers drafts des livres scolaires ont été reçus et ont été soumis à l'expert international qui a donné des instructions afin d'améliorer le résultat final. L'assistance officielle et participants ont ainsi pu suivre les avis donnés par visioconférence sur les nouveaux programmes. Autre activité ministérielle, celle de la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naham Thamdi Al-Moknas, qui a participé aujourd'hui au forum Turquie-Afrique pour le commerce. Initialement prévu à Istanbul, cette 3e édition se déroule en visioconférence pour cause de coronavirus. Abdullah Damaba. Cette 3e édition du Forum Turquie-Afrique pour le commerce est tenue sous le thème Turquie-Afrique, partenaire en résilience dans un monde post-pandémie. Il s'est déroulé par vidéoconférence avec la participation de Mme Naham Thamdi Al-Moknas, ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme des pays africains et de l'État de la Turquie. Madame la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a précisé que cette coopération entre la Turquie permet de renforcer plusieurs secteurs d'activité, dont l'établissement d'infrastructures sanitaires grâce aux sociétés turques basées en Afrique, l'approvisionnement en médicaments entre autres. Elle a par ailleurs affirmé que cette coopération peut être mise en œuvre dans le cadre de projets et programmes à court et moyen terme. Le forum a été organisé par
le ministère du Commerce de Turquie, le Conseil turc des relations économiques extérieures, le secteur privé de ce pays en collaboration avec l'Union africaine. Je vous le disais en titre, le démarrage du processus de financement de 500 projets portés par des jeunes est imminent. L'annonce en a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Ahmed. Ils sont 240 jeunes porteurs de projets qui, dès lundi prochain, pourront se rendre à la caisse de dépôt de crédit pour poursuivre les démarches en vue de l'obtention du financement. Bokar Baylabar. Dès lundi prochain, 240 jeunes porteurs de projets pourront se rendre à la caisse d'épargne et de crédit pour poursuivre leur démarche. Objectif, obtenir un financement. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du processus de financement de 500 projets portés par des jeunes sur l'ensemble du territoire national. Au cours de la cérémonie de lancement, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Ahmed, a déclaré que le programme entend promouvoir un esprit entrepreneurial chez les jeunes. Il a précisé que le département fournira un accompagnement aux bénéficiaires pour la réussite de leurs projets et en assurera le suivi. Taleb Ould Ahmed a invité les jeunes à faire preuve de sérieux et mettre toutes les chances de leur côté. Par ailleurs, il a salué le travail de la commission de sélection des dossiers qui a, selon lui, effectué sa mission en toute transparence. Les interventions des jeunes bénéficiaires ont porté sur la nécessité d'accélérer le rythme de l'emploi des jeunes et la conformité des plans théoriques à la réalité sur le terrain. Ils ont aussi loué les réalisations accomplies par le département. Pour rappel, le programme Mon projet, mon avenir est de nature à contribuer à la résorption du chômage des jeunes dans toutes les wilayas du pays. Activité du gouvernement toujours, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Haroun Al-Chersidia, a effectué jeudi à Nouakchott une visite au centre Al-Wafa de l'Association mauritanienne pour la santé de la femme et de l'enfant situé à Elmina. La visite avait pour but de s'informer de près sur la capacité du centre d'accueillir les cas qui le concernent, tels que les victimes de la violence. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Chersidia, s'est inquiète lors de cette visite des capacités d'accueil du centre Al-Wafa spécialisé dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Madame la ministre, accompagnée du Wali de Nouakchott, a visité les différents pavillons et a reçu des explications détaillées sur les services offerts par le numéro vert. Madame Naham Chersidia a indiqué que le gouvernement soutient totalement les organisations de la société civile qui militent pour les droits des femmes et des enfants. Madame Zainabou Taleb Moussa, présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, qui pilote le centre, a salué cette visite en indiquant qu'il traduit l'intérêt accordé par le MASEF aux activités du centre et son public cible. La présidente de l'association a également indiqué que cette visite encouragera les superviseurs du centre mis en service en 2001 à davantage de dévouement. Hier, lors du point de presse hebdomadaire, Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et ses homologues de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'aïn Ouleyi, et celui de l'équipement et des transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Abdrahman Ahmed nous en dit plus. Intervenant les premiers, les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, a indiqué que le Conseil des ministres a adopté un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communication, dont un projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial, appelé Établissement des travaux et de maintenance de routes. Le Conseil a en outre examiné et adopté, a dit le ministre, une communication relative à la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021 et au degré d'avancement de l'exécution de la feuille de route et du processus de réforme. Lui succédant, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Mel'aïn Ouleyi, a déclaré avoir présenté devant le Conseil des ministres une communication relative à la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021 et à l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme,
Il a ajouté que son département fait face à des défis dont les plus saillants sont l'absence de ressources humaines capables d'enseigner, des déficits considérables en matière d'infrastructures et la gestion optimale des ressources. Évoquant la feuille de route de la réforme de l'enseignement, le ministre a précisé qu'elle sera réalisée de manière concrète à travers des ateliers régionaux permettant à tous les acteurs évoluant dans les secteurs d'exposer leurs avis. Le ministre a fait remarquer que la réforme ne se limite pas aux ateliers seuls et qu'il comporte le renforcement du niveau de connaissances des élèves en fonction des moyens disponibles, tout en mettant l'accent sur les 2 premières années du cycle fondamental qui constitue le socle de cette réforme. Oulayi a parlé de la révision du programme de ces 2 années afin de combler les insuffisances et les lacunes, précisant que l'année scolaire prochaine verra la généralisation du nouveau programme pour une amélioration qualitative et sérieuse. Le ministre a précisé que la réforme sera accompagnée par l'amélioration des conditions des enseignants et des progrès au niveau de l'offre des manuels scolaires. Pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Mohamed, au sujet du projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial, a indiqué que cet établissement jouit de l'autonomie financière et administrative et qu'il a pour titre technique le ministère des Transports et titre financière le ministère des Finances. Il sera chargé, a-t-il ajouté, des travaux de maintenance de route suivant un programme contrat qui sera passé avec l'État mauritanien. Le ministre a indiqué que l'établissement accomplira ses missions sur la base d'une approche décentralisée, surtout qu'il existe dans les pays un grand réseau routier de 7000 km. L'établissement aura donc des bases dans tous les coins du pays pour assurer l'efficacité et la rapidité de ses interventions, a dit le ministre qui a conclu que des objectifs seront fixés à l'établissement, soulignant que c'est sur la base de ces objectifs qu'il sera évalué suivant des critères précis. En réponse à une question relative aux impacts de la dernière tournée des ministres de l'Environnement et du Développement durable et du Développement rural dans 2 wilayas de l'intérieur, le porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, a précisé que cette tournée avait pour but de lancer la campagne nationale d'ouverture et d'entretien des pare-feux et de superviser la vaccination du cheptel contre la fièvre de la vallée du Rift. La situation est sous contrôle et elle est suivie par le ministère de la Santé qui envoie à cet effet des missions à l'intérieur du pays, a conclu le porte-parole du gouvernement. Les travaux de l'atelier sur le lancement officiel des activités de la 2e étape du projet des réseaux de sécurité sociale ont débuté ce jeudi à Nouakchott. La rencontre est organisée par la Délégation générale de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion Ta'azur, en collaboration avec la Banque mondiale. Abdullah Damabah. Cette 2e phase du projet d'appui au système des filets sociaux compte venir en aide aux ménages vulnérables par le biais de transferts sociaux ciblés, ce qui portera le nombre de ménages bénéficiaires de 70 000 à 100 000 d'ici 2021 et une augmentation du cash trimestriel de 1 500 à 3 600 de la nouvelle ouïa. Ces prestations permettront d'augmenter le pouvoir d'achat des franges démunies, améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur insertion sociale et économique. Le délégué général de l'agence Ta'azur pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Mohamed Mahmoud Bouassiri, a souligné que ce projet permettra d'élargir et d'appuyer les composantes principales du programme des réseaux de sécurité sociale, se dit-il, par le parachèvement du réseau social, le développement de son approche et le renforcement de ses outils. Les filets sociaux sont investissements rentables pour les gouvernements. Ils ont à la fois un impact à court terme, les ménages peuvent utiliser l'argent pour leurs besoins immédiats, généralement l'accès à la nourriture et aux services de base, et un impact à plus long terme. Ces transferts monétaires permettant aux ménages de mettre un peu d'argent de côté et investir dans leurs moyens d'existence et leur bien-être. De plus, les transferts monétaires aux plus pauvres ont également un impact démultiplicateur démontré sur les économies locales et profitent ainsi ensemble la communauté. La première phase du projet d'appui aux filets sociaux qui a été mise en œuvre de 2015 à 2021 a permis d'identifier 200 000 ménages pauvres en Mauritanie, en plus de l'élargissement du programme Tekavoul de transferts sociaux.
Les services du ministère de la Santé ont enregistré ces dernières 24 heures 5 nouveaux cas de Covid-19 et 15 rémissions. Ces résultats obtenus après 155 tests, dont 15 de suivi, portent le cumul à 7 540 cas confirmés de contamination, dont 7 227 guérisons. Au Oud el-Gharbi, le Wali a tenu ce matin une réunion à laquelle ont participé le président du conseil régional de la Wilaya, des élus locaux, un certain nombre de responsables des secteurs de la sécurité et de l'administration et des représentants de la société civile. La réunion a porté sur la discussion des moyens les plus importants pour empêcher les incendies ruraux de détruire la végétation, soulignant le rôle de la sensibilisation dans la création d'une culture consciente pour éviter les causes des incendies dans l'environnement pastoral, en particulier à la lumière de la bonne saison d'automne dont le pays a été témoin. Les interventions ont également mis l'accent sur la nécessité d'une action collective et d'une intégration dans les efforts pour suivre le rythme des mesures prises par l'État dans ce domaine. Activité des partis politiques dans ce journal, un groupe de cadres et d'acteurs politiques a annoncé ce matin son adhésion au rang du parti de l'UPR, l'Union pour la République. Le porte-parole du groupe a confirmé lors d'une réunion à laquelle ont participé le président du parti, un certain nombre de ses députés et conseillers que cette décision avait été prise après qu'ils aient suivi l'évolution de la situation politique au niveau national. Monsieur Boubacar Haj Mahmoud Ba a ajouté que ce groupe est représenté dans les différentes wilayas du pays et dans de nombreux pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique, soulignant qu'ils travailleront à l'avenir pour soutenir les programmes de développement annoncés par le gouvernement sur la base de la politique élaborée par le parti. Le président du parti, l'Union pour la République, M. Mohamed Ould Ba'amar, s'est félicité de l'adhésion de ce groupe, soulignant qu'il s'agirait d'un ajout qualitatif dans le parti. Hier, le Centre culturel marocain de Nouakchott a organisé une cérémonie pour marquer la reprise de ses activités pour la saison 2020-2021 qui avait été arrêtée en raison de la pandémie coronavirus. La cérémonie a débuté par un discours d'ouverture du directeur du centre, M. Al-Gohari, dans lequel il a félicité les participants pour leur intérêt continu pour les activités organisées par le centre. La cérémonie s'est conclue par la remise de prix aux lauréats du 10e concours organisé par le centre. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Au cours d'une réunion de haut niveau, le président de la République réitère son appel à la suspension du service de la dette des pays membres du G5 Sahel. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le ministre d'État saoudien chargé des affaires des États africains, actuellement en visite en Mauritanie. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports supervise le démarrage du processus de financement de 500 projets portés par des jeunes. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.